Je ne sais pas si je vais conclure. En plus, ça s'appelle carte blanche. Et pour quelques personnes qui me connaissent, il n'y en a pas beaucoup ici, c'est hyper dangereux de me donner une carte blanche. En général, il faut me mettre sous une pression phénoménale pour que j'arrive à tenir ne serait-ce que mon temps. Alors, du coup, puis là, on est tranquille puisqu'il est tôt. Personne n'a faim. Le prochain événement est à 14 heures. Donc, voilà. Non, mais merci en tout cas pour cette invitation. Je suis ravi de venir là. Merci, c'est Frédéric qui a pris l'initiative. Et merci, monsieur le maire. Alors, on va parler, enfin j'ai trouvé cette table ronde passionnante, mais ils sont partis nos intervenants. Donc toi, tu es là. Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et le petit film en intro aussi. Alors, on va essayer de se projeter, nous, sur demain. Alors, comme on n'a pas présenté qui on est, du coup, je suis obligé de le faire. Donc, moi, je m'appelle Franck Boutet et j'ai fondé et je dirige un bureau un peu éponyme qui s'appelle l'Atelier Franck Boutet, où on fait du conseil, de la conception, de l'ingénierie dans le domaine de l'environnement, de la transition écologique, un peu à toutes les échelles, du matériau au territoire. Et du coup, vous allez voir que ma projection sur la ville de demain, elle a un petit tropisme quand même, transition et transition écologique. Je suis désolé, c'est un peu une déformation. Bon, ça c'est juste pour dire qu'on existe depuis une bonne vingtaine d'années. Et ça, c'est pas très grave quand on soit, mais enfin, c'est pas très important. Ça, on va se servir juste de cette petite frise que je ne vais pas commenter. C'est assez intéressant de se dire qu'on fête les 70 ans du Grand Ensemble ou du Grand Sarcelles, et que du coup, si on se projette sur les 70 prochaines années, ça nous fait arriver en 2095. Ça commence à faire loin. Vous savez que tous les horizons pour penser la ville de demain, c'est en général, on s'arrête à 2050, parce qu'après, rien ne va plus. Mais en fait, 2050, ça va finir par arriver assez vite. Mais là, si on se projette sur 70 ans de plus, 2095, en 2100, rien que sur le climat, personne ne sait vraiment où on en sera. Et du coup, je vais vous faire, puisqu'on m'a donné cette carte blanche, un truc un peu triptyque, un peu ternaire, où je vais d'abord parler de où on en est aujourd'hui sur les questions de la fabrique de la ville par rapport à 21 ans, 20 ans, on va dire, d'atterrissage des questions environnementales dans le monde de la construction et de l'aménagement. Après, puisqu'on va avoir besoin d'un peu de boussole et d'un peu de récit, j'ai une petite séquence sur des récits pour penser demain, et puis une troisième séquence qu'on va appeler Learning from Sarcelles. C'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de Sarcelles. Le Learning from, c'est évidemment en référence à l'ouvrage de Venturi et Scott Brown, donc qui s'appelle Learning from Las Vegas, qui est un décryptage de quelque chose qui était une forme de... Enfin, délaissé finalement des urbanistes à l'époque. Ça n'a intéressé personne, Las Vegas et Venturi et Scott Brown ont essayé de décrypter ce qui est en train de se passer avec ce bouquin, donc Learning from Las Vegas, qui date de 1972, donc en plein milieu de la construction du Grand Ensemble, enfin près de la fin, et qui est devenu absolument culte. Donc 3 séquences, et on va essayer de faire en sorte de terminer donc avant 14 heures quand même, pour que vous ayez le temps de déjeuner. Je vois les sourires en fait comme un peu inquiets. Alors, première séquence en 10 points, décalogue. J'aime bien un peu les symboles comme ça. Donc je vous ai dit, je vais parler d'environnement, de transition écologique. Alors, juste pour dire où on en est aujourd'hui, ça fait à peu près 20 ans. Ça a démarré tout début des années 2000, c'est pour ça que j'avais mis tout à l'heure sur ma petite frise 2000 à 2025-2050, que les questions environnementales et de transition écologique sont arrivées dans le domaine de l'aménagement, de la construction, de l'urbanisme, de l'architecture. Donc une bonne vingtaine d'années, enfin 25 ans on va dire maintenant. C'est à la fois très récent, ça veut dire que cette dimension de la transition écologique, c'est quelque chose de très, très récent, et en même temps, on a pris un temps fou, parce que vous savez tous et toutes d'où ça vient. C'est le rapport du Club de Rome, donc en 1968, là ça nous fait remonter très avant. Ce rapport donc, qui a été traduit en français un peu mal parce que c'était donc Limits to Growth, les limites de la croissance, qui a été traduit par Halte à la croissance, donc de manière beaucoup plus volontariste. Et le Club de Rome n'a jamais dit d'ailleurs qu'il fallait être décroissantiste. En fait, c'est juste, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc c'est les limites de la croissance. Donc, rapport débattu en 1972 à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. On ne disait pas encore développement durable, donc à Stockholm en 1972. Après, vous connaissez le rapport Brundtland, celui-là de 1987, qui définit pour la première fois
le développement durable, ou soutenable, je préfère, mais qu'on a traduit là aussi assez mal en français par durable, qui veut un peu dire en français qui doit durer, alors que soutenable, ça voulait dire, enfin sustainable, qui a la capacité finalement d'être accepté et d'être encaissé. Je trouve ça plus riche. Et ça, c'est débattu donc à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable, celle-là en 1992. Vous voyez qu'on prend du temps quand même pour faire attirer les choses. Et en 92, le sommet de la Terre, à Rio, en fait, il y a à la fois la définition du développement durable et un outil extrêmement important qui s'appelle l'agenda 21 local, pour dire ce sont les territoires, les collectivités, en fait, qui ont entre les mains la solution de la soutenabilité. Donc l'agenda 21 local, qui a totalement disparu des radars, est un outil absolument fondamental pour dire, en fait, ça se jouera essentiellement sur les territoires. Ça, c'est en 92. Et puis tout ça n'arrive que en début des années 2000, en tout cas en France, et on ne peut pas dire qu'on soit très en retard sur la question. Il faut quand même se le dire de temps en temps qu'on fait des choses vachement bien en France, et je pense qu'on est quand même un des pays les plus ambitieux sur la question de la transition écologique. Donc, disons-le. Donc ça arrive en 2000. Là, je commence déjà à prendre trop de temps, n'est-ce pas? Juste sur un premier point. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. Mais pour dire que, qu'est-ce qui s'est passé de 2000, donc l'atterrissage des questions environnementales dans le monde de l'aménagement et de la construction, de 2000 à aujourd'hui? Eh bien, pendant 25 ans, on a d'abord travaillé quasi exclusivement sur l'énergie. Donc, approche très quantitative finalement de la question écologique, très rationaliste, très ingénieur. On cherchait à traquer les kilowattheures, donc efficacité énergétique. Il y a 7 ans est apparue la question du carbone, avec un basculement très important qui s'est opéré avec les cahiers des charges de la Solidéo, donc pour la construction des ouvrages ou la rénovation des ouvrages olympiques, vu qu'il y avait eu une promesse que Paris donc, accueille et réalise les jeux les moins carbonés de l'histoire des Jeux, il fallait bien à un moment redescendre l'ambition carbone, comme on ne pouvait pas interdire aux athlètes de venir évidemment faire leur performance ou aux visiteurs de les regarder. Finalement, c'est tombé plutôt sur les bâtiments et les aménagements. Donc on voit une exigence, enfin, des budgets carbone qui sont donnés dans ce cahier des charges de la Solidéo pour la première fois dans l'histoire de la fabrique de la ville. Donc ça date d'il y a 7 ans. Le carbone est devenu quotidien il y a 5 ans. On est aussi encore sur une approche qui est plutôt rationaliste, quantitative, mesurable, un truc un peu d'ingénieur. Et donc, du coup, on est, pour ceux qui... Enfin, je ne sais pas si vous êtes bien coutumier de ce terme, on est sur des logiques d'atténuation, comme on dit, par rapport à la question de la transition écologique, c'est-à-dire qu'on est dans des approches... Enfin, on connaît aujourd'hui les relations de causalité entre, du coup, une cause et un effet. Effet changement climatique, une des causes augmentation du niveau des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, une des causes de l'augmentation du niveau de gaz à effet de serre, c'est la consommation d'énergie sur les énergies fossiles ou les émissions carbone, quelles qu'elles soient. Donc augmentation des gaz à effet de serre, changement climatique, atténuation. Si on veut réduire l'effet ou son occurrence et son importance, il faut réduire la cause à l'origine, donc réduire la consommation d'énergie, réduire l'empreinte carbone des aménagements, des constructions, ça s'appelle atténuation. Donc en fait, pendant en gros 25 ans, on a fait de l'atténuation. Et puis il y a un basculement qui s'opère important, donc c'est l'émergence de la question de l'adaptation, qui s'opère, on va dire, il y a une forme de préparation à la sensibilisation à l'adaptation, d'abord en ayant vécu la non-adaptation. Et en fait, ça émerge d'abord de la crise sanitaire, le Covid, et en fait, le début, enfin, et la préparation du fait qu'aujourd'hui, les établissements humains tels qu'ils sont constitués ne nous rendent pas capables d'encaisser des conditions non standards, non normales. Et là, tout le monde s'en rend compte avec la crise sanitaire. Après la crise sanitaire, donc en 2022, il y a l'été 2022, et sur la question de l'émergence des enjeux, des questions d'adaptation, sur la question donc de l'émergence de l'enjeu adaptation, il y a vraiment un avant 2022 et un après 2022. 2020 est une préparation finalement, et 2022 c'est un basculement total. Alors il s'est passé des choses entre-temps. En février 2022, le GIEC décide pour la première fois dans ses publications de rapports réguliers de faire un tome entier sur l'adaptation. Il est un peu vu en février, il est un peu discuté, mais il reste encore un peu dans le champ de l'expertise et pas encore très grand public. Et puis l'été 2022, c'est l'été
où on constate tous les dérèglements, toutes les déréglementations et les conséquences écologiques. Vous vous souvenez, épisodes caniculaires répétés, stress hydrique, appauvrissement des forêts, méga-feux, chute drastique des rendements agricoles. Là, ce n'est pas un fait écologique, mais déclaration de la guerre en Ukraine avec conséquences, là par contre, qui est encore de l'ordre des dérégulations écologiques, augmentation drastique du coût de l'énergie, panique totale, tout le monde se dit rien ne va plus, et donc en fait nos établissements humains, le monde tel qu'il est conçu aujourd'hui ne nous rend pas capables d'encaisser des épisodes qu'on pourrait appeler extrêmes, exceptionnels, et dont on apprend avec le rapport du GIEC, donc publié quelques mois avant, et les discussions et la diffusion grand public qu'il y en a eu, y compris par les bandes dessinées, etc., de se dire, mais finalement, ce qu'on pense en plus être quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel pourrait être une préfiguration du quotidien de demain. Et donc, avoir vécu l'été 2022, finalement, c'est s'être pris le rapport du GIEC en pleine gueule, on va le dire comme ça. Et en fait, 2022 est une forme de préfiguration du monde de demain. Et là, en fait, émerge la question de l'adaptation en disant il faut adapter nos territoires qui, aujourd'hui, donc tels qu'ils ont été constitués, ne nous rendent pas aptes à encaisser demain. Premier point. Ok, il y en a 10. Bon. Mais, donc, adaptation. Et aujourd'hui, tout le monde a le terme. Alors, adaptation par rapport à atténuation, ça n'a rien à voir. Le changement est en cours. Il faut donc adapter pour que ce qu'on a aujourd'hui soit à même de nous permettre d'habiter demain. Alors, quoi adapter? Il y a un autre phénomène qui émerge, qui est plus ou moins corrélé, mais pas totalement, et qui concerne surtout d'ailleurs les situations en France et en Europe. Quoi adapter? Ben, en fait, j'ai dit tout à l'heure que pendant 20 ans, on s'est beaucoup occupé de l'énergie et du carbone, et en plus, on s'en est occupé quasi exclusivement sur le neuf. Tous les discours de la transition écologique portaient sur la réduction de la consommation d'énergie, puis la réduction de l'empreinte carbone, sur quoi? Sur le neuf. Le neuf, le neuf, le neuf, le neuf. Le neuf, c'est la construction neuve. Hein. Or, le neuf, si on y regarde bien, ne représente rien. Il y a 10 ans, la construction neuve, en taux de renouvellement urbain, donc du stock d'existants, c'était 1% par an. Les chiffres, 30 millions de logements, donc il y a 10 ans, 30 millions de logements existants, le neuf, 300 000 par an, 1%. Donc on peut se dire, ok, bon, si on s'intéresse qu'au neuf, au bout d'un siècle, on aura fait le boulot et on aura réglé le problème. Mais comme en plus, on s'intéressait exclusivement au neuf et exclusivement à une composante qui était l'énergie des bâtiments neufs, ça représente, alors là, vraiment rien. Les ratios, les chiffres qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a des réglementations thermiques, énergétiques. Les produits sont soumis à des normes qui font qu'ils sont intrinsèquement performants. Une fenêtre dans le commerce, elle est très performante. Si vous la mettez en neuf sur un bâtiment, à part si vous êtes très mauvais, il y a de grandes chances qu'elle reste performante. Donc, en gros, les bâtiments neufs ont une vie énergétique future de 50 kWh par mètre carré. Chaque fois qu'on va construire un mètre carré de neuf, il va avoir une vie énergétique future de 50 kWh chaque année, par les consommations diverses de chauffage. Bon, je simplifie le raisonnement. Mais les bâtiments existants sont plutôt à 250, voire 500 kWh par mètre carré. 250, c'est la moyenne des bâtiments en France, des bâtiments existants. Donc ça veut dire que les bâtiments existants ont une vie énergétique qui est 5 à 10 fois plus élevée que les bâtiments neufs. Donc quand on s'intéresse juste à la construction neuve et qu'on s'intéresse juste à l'énergie, vous avez compris le raisonnement, on ne s'intéresse qu'à 1/10 à 1/5 d'1% par an du problème. 1%, c'est le taux de renouvellement en unités de logement construites. À chaque fois qu'on construit des mètres carrés, ils pèsent 5 à 10 fois moins. Donc finalement, croiser le neuf et l'énergie, c'est s'intéresser à 1/10 à 1/5 de 1% par an du problème de l'énergie. Ça veut dire 0,1 à 0,2% du problème.
Ça s'appelle, donc, quand on consacre 99,9% des moyens sur 0,1% du problème, en fait, ça s'appelle de la suroptimisation d'un gisement marginal, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en environnement. Donc on peut se dire qu'on s'est un peu planté pendant 20 ans, alors pas complètement parce qu'on a fait bouger les modèles, les industriels ont compris des choses, tous les acteurs de la ville ont compris des choses, on s'est fait un peu la main, mais finalement, du point de vue de l'environnement, ça n'a pas servi à grand-chose, autant se le dire. Donc, il faut faire. Mais quoi adapter, du coup, quand j'ai dit, aujourd'hui, le 1% par an de renouvellement de la ville par le neuf, aujourd'hui, le chiffre est tombé à 0,85% par an. Et donc c'est pour ça que, d'ailleurs, tous les opérateurs qui sont nés sur la construction de logements neufs sur des terres fertiles, d'ailleurs, donc en gros, le gros de la promotion, eh bien, se dit, crise, c'est pas possible, il faut absolument que l'État fasse quelque chose, il faut remonter à 1%, il faudrait même être à 1,5%. Donc ils peuvent crier autant qu'ils veulent. En fait, nous ne remonterons pas à plus de 1%, c'est sûr. Et même peut-être nous resterons en dessous de 0,85%. Tant pis pour eux, soit ils disparaissent, soit ils se réinventent. Et pourquoi on ne remontera pas ? D'abord parce qu'il y a des facteurs historiques endogènes. On est dans des villes, dans des pays où on a une histoire urbaine ancienne. On a une démographie qui est extrêmement faible. Vous savez que l'INSEE prévoit le pic démographique en France en 2044. Après, on sera en décroissance. Donc, histoire urbaine ancienne, ça veut dire que beaucoup de choses sont déjà là. Faible démographie, en fait, on n'a pas spécialement à construire énormément de neufs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus et qu'il n'y en aura plus, mais il n'y en aura pas beaucoup. Et il y a des facteurs plus récents. Le premier, c'est les enjeux de décarbonation. On a bien compris que travailler sur ce qui existe déjà, en fait, c'est de travailler sur du carbone amorti. Le carbone, c'est comme des investissements dans une entreprise. On investit à un instant T, puis ça décroît, et au bout de l'hypothèse qui est retenue, c'est 50 ans. Au bout de 50 ans, on considère que quelque chose qui a nécessité une concentration, une charge carbone très importante à sa construction, on peut considérer que c'est amorti au bout de 50 ans. Donc en fait, cette conscience aussi, cette émergence de l'enjeu carbone a fait prendre conscience aussi qu'il fallait d'abord faire avec ce qui existe déjà, parce qu'on est sur du carbone déjà amorti, donc on n'a pas besoin de recarboner pour construire. Et puis l'autre enjeu plus récent, c'est l'enjeu de préservation des terres fertiles, avec la fameuse loi ZAN, que d'aucuns essaient de détricoter dans tous les sens. Et donc, si on cumule, du coup, histoire urbaine ancienne, faible démographie, enjeu de décarbonation et préservation des terres fertiles, il y a peu de chances que le modèle de demain soit de construire du neuf sur des terres fertiles. Voilà, c'est fini. Ce n'est pas la peine de crier au loup en voulant revenir en arrière, il faut juste changer de modèle. Ça veut dire qu'en fait, on va d'abord, le quoi adapter, c'est adapter ce qui existe déjà. C'est ça le grand changement, adapter ce qui existe déjà, que ce soit des bâtiments déjà construits, déjà occupés, déjà habités, que ce soit des terres déjà anthropisées, des terres déjà occupées par d'autres activités comme des friches industrielles, etc. Bon. L'adaptation, un enjeu considérable. Monsieur le maire, du coup, on est au point 3 de ma partie 1. Je vous le dis tout de suite, j'avais annoncé que j'avais fait une présentation en 3 parties, et donc la première étant 10 points. Donc, bon. J'avais dit à Frédéric qu'il ne fallait pas me donner une carte blanche. Bon. Donc, non, mais je plaisante, je vais quand même essayer d'aller un peu plus vite. Adaptation. Donc l'adaptation qui émerge en 2022. Je viens de dire qu'on renouvelait la ville à hauteur de 0,85% par an en termes de construction neuve, et que ça ne va pas grossir beaucoup plus que ça. Si vous projetez ces chiffres sur les années à venir, la métrique que tout le monde commence à avoir en tête, c'est 85% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Vous pouvez transposer 85% des bâtiments, des espaces publics, des infrastructures de 2050 existent déjà aujourd'hui. Dans les territoires où il n'y a absolument plus de foncier, typiquement Paris intramuros, il n'y a rien en neuf. C'est 95% des bâtiments de 2050 intramuros, donc Paris, existent déjà aujourd'hui.
Donc ça dit à quel point il faut évidemment faire avec ce qui existe, avec le déjà là. Mais évidemment, la question subsidiaire qu'on a envie de se poser, c'est mais combien de ces bâtiments dont on vient, et de ces infrastructures, des espaces publics dont on vient de dire que 85% existeront encore en 2050, sont-ils adaptés aux conditions de 2050? Et là, c'est la mise en abîme totale, parce que la réponse est quasi zéro. Donc ça dit à quel point, en fait, l'adaptation devient un enjeu absolument crucial. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça émerge en 2022 et que maintenant, aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'adaptation. Avec un petit danger, qui est qu'en effet, tout le monde ne parle plus que d'adaptation. Pourquoi on ne parle plus que d'adaptation? D'abord parce que c'est récent, donc il va falloir que ça se calme un peu. Moi, depuis le Grand Prix de l'urbanisme en 2022, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de prises de parole, de conférences, et au début, donc en 2023, 2024, je parlais beaucoup d'adaptation. Je voyais des yeux un peu écarquillés en me disant « mais c'est quoi ça ?» Et puis tout d'un coup, j'ai vu que tout le monde ne parlait plus que de ça. Donc je rétropédale. Alors d'abord, pourquoi on ne parle que de ça? Parce qu'il y a des choses finalement assez faciles à comprendre sur ce qui se joue entre l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, on vient de parler du carbone. Si je veux être un citoyen qui porte cet enjeu d'adaptation, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez ces chiffres en tête, mais un Français moyen émet, enfin son empreinte carbone, c'est-à-dire ce qui est émis en France et ce qui est émis par le différentiel import-export, ce qui fait qu'on voit des chiffres extrêmement différents entre 5 tonnes de CO2 ou 10 tonnes de CO2. Donc l'empreinte carbone globale d'un habitant moyenné, donc en France, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Pour tenir l'engagement du réchauffement climatique à 2 degrés, donc en gros pour être plus ou moins dans les accords de Paris, même si on a lâché le 1,5 degré, c'est mort, c'est fini, il faudrait être à 2 tonnes. Passer de 10 à 2, c'est monstrueux. En fait, c'est un changement radical de société qui s'opère. On n'en est pas encore complètement conscient. Pour ceux qui sont des professionnels de la ville, on sait qu'aujourd'hui, sur les opérations d'aménagement, on est capable de gagner 20 à 30%. 20 à 30%. Là, il faut diviser par 5 ou gagner 80%. On en est loin. Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement les solutions pour faire. Mais en tout cas, si je veux passer de 10 à 2, et si je suis élu, décideur, et que je demande à mes concitoyens de passer de 10 à 2, je vais leur demander un effort absolument colossal. Et pour quel bénéfice? C'est ça la difficulté. Le bénéfice de la décarbonation est un bénéfice planétaire. On ne décarbone pas pour soi, on ne décarbone même pas vraiment pour son territoire, on décarbone pour la planète. Comme on n'est pas grand-chose par rapport à la planète, on décarbone essentiellement pour les autres. Et en plus, le bénéfice n'est pas tout de suite. Vous savez, on a bien compris depuis qu'il y a une forme d'inertie carbone très importante dans l'atmosphère. Donc les décisions, enfin les conséquences d'aujourd'hui, enfin les faits d'aujourd'hui sont les conséquences des décisions d'hier et d'avant-hier, et les décisions que l'on prend aujourd'hui auront des effets en termes de décarbonation demain et après-demain. Donc c'est très difficile en fait d'engager les citoyens sur un effort colossal dont les bénéfices ne sont ni là où on a fait l'effort, ni pour ceux qui ont fait l'effort, et ni au moment où on a fait l'effort. C'est pour ça que l'atténuation, ça a du mal à prendre. Évidemment, on peut être fier soit d'être passé de 10 à 5, etc. Donc en termes de fierté, c'est bien, mais comme en fait, ça demande d'une certaine façon une forme de désintéressement, puisqu'on décarbone pour tous, donc pour les autres et pour demain, en fait, il faut être mu par une forme d'altruisme maximal, ce qui est loin d'être le truc qui est en train d'émerger très fort dans le monde, et d'une forme de désintéressement, finalement, de soi-même, enfin, des bénéfices de nos efforts. Par contre, l'adaptation, évidemment, ça marche très bien, parce que adapter, c'est répondre à une problématique, une exposition, une vulnérabilité, donc un besoin facilement identifiable. Il fait trop chaud, il y a un risque d'inondation, j'ai compris vos vulnérabilités et je vais apporter une réponse. Et quand on apporte une réponse en termes d'adaptation, le bénéfice, il est là où on a agi, il est immédiat
et il est pour ceux pour qui on a agi. Là où on a agi, typiquement, il y a des rues dans lesquelles c'est totalement invivable, des immeubles dans lesquels c'est totalement invivable en cas d'épisode caniculaire. Il suffit de déminéraliser, désimperméabiliser, planter, restaurer le cycle de l'eau, etc. Ça fonctionne tout seul. Et donc, le bénéfice immédiat, enfin local, immédiat, est pour ceux qui étaient exposés avant cette vulnérabilité. Donc on voit un basculement s'opérer, puisque comme c'est beaucoup plus facile. Bon, et en plus, je viens de dire que le bénéfice était immédiat, donc ça rentre beaucoup plus facilement, évidemment, dans des cycles courts de décision ou de mandat électoral. Donc, du coup, attention, on voit beaucoup d'élus qui sont en train de passer au toute adaptation. Danger, parce que ce basculement total qui fait que la décarbonation paraît être le truc d'avant, l'enjeu d'avant, eh bien, c'est une catastrophe si on continue à penser comme ça, puisque nous ne pourrons pas nous adapter à un monde qui n'a d'abord pas été atténué. Nous ne pourrons pas nous adapter à un monde à plus 7 degrés. Vous savez que la France a choisi dans sa traque une trajectoire à plus 4 degrés. Plus 4 degrés en France, qui se réchauffe plus vite que le reste du monde, qui veut dire plus 3 degrés dans le monde, mais plus 4 degrés, ça ne fait pas très peur, mais localement, ça peut être plus 7, plus 10, et c'est les effets surtout, les effets collatéraux, les effets induits de cette augmentation de la température qui peuvent être beaucoup plus extrêmes. Donc, du coup, attention, nous ne pourrons pas nous adapter à un monde qui n'est pas atténué, qui n'est pas décarboné, nous ne pourrons pas nous adapter à un monde à plus 7 degrés, et il faut bien retenir que, finalement, la première des mesures d'adaptation, c'est l'atténuation. Pour ceux qui ne sont pas familiers des problématiques d'adaptation, on parle de risque quand il y a un événement qui peut apparaître, comme une augmentation des températures, problématique d'inondation, des précipitations très élevées, etc. Risque, aléa. Il y a des personnes qui sont exposées ou pas, et qui sont vulnérables ou pas. Vous pouvez être exposé mais protégé, finalement vous n'êtes pas vulnérable. Dans l'adaptation, on bascule beaucoup sur le travail sur l'exposition, enfin sur la vulnérabilité, c'est-à-dire protéger les personnes. Mais finalement, la première des mesures, c'est de faire en sorte que l'aléa soit moins fréquent et soit moins intense. Et ça, la seule manière de faire, c'est l'atténuation. C'est pour ça, première mesure d'adaptation, l'atténuation. Donc, comme il ne faut pas oublier l'atténuation, bien finalement, ce qui est en train de s'opérer, c'est qu'il faut aujourd'hui continuer à batailler sur les deux volets, atténuation, adaptation. Et moi, j'aime bien, alors c'est un peu des gros mots, quoi, mais en fait, il faut construire des stratégies qui soient à la fois d'atténuation et d'adaptation. On va les appeler atténuo-adaptatives, ou vous pouvez faire l'inverse, adapto-atténuatif, comme vous voulez. Et sur quoi? On l'a dit avant, sur ce qui est déjà là. Et donc le déjà là, non construit, des terres anthropisées, des terres tuées écologiquement, des terres utilisées pour une activité qui n'est plus là et qu'on peut réutiliser pour une autre activité, des bâtiments anciennement occupés, etc. Et en fait, c'est ça peut-être, c'est ça en fait, la chose fondamentale, le nouveau paradigme dans lequel nous sommes dans la fabrique de la ville, construire des stratégies d'atténuation, adaptation sur ce qui existe déjà. Et ça change beaucoup de choses, parce que je disais qu'on était passé en fait sur l'énergie et le carbone, on est dans des choses, enfin dans des approches qui sont à la fois rationalistes, quantitatives, mesurables, causales, etc. Donc on peut bien mesurer finalement la pertinence de son action en mesurant le nombre de kilowattheures qu'on a économisé, le nombre de tonnes de CO2 qu'on a permis d'éviter, etc. Donc, on peut être sur des approches, on va dire, de forme de certitude, de mesure, de compte rendu. Sauf que sur l'adaptation, évidemment, ça change tout. Parce que personne ne sait exactement quel sera l'environnement, le climat déjà, de 2050, encore moins celui de 2100. Et donc là, il faut passer dans un autre mode, plutôt sous une approche prospective, faire des hypothèses, construire des scénarios. Et oui, moi j'aime bien dire, jusqu'à maintenant, les acteurs de la ville
On leur demandait d'être des bons perspectivistes dans le sens de représenter de manière la plus réaliste possible des réalités à partir de données connues du passé et du présent. Aujourd'hui, on doit plutôt devenir des pas trop mauvais prospectivistes, entre perspective et prospective, dans le sens d'anticiper le moins mal possible des réalités, avec un S, possibles de demain, à partir de données pas totalement connues, même si elles sont connaissables, au travers des travaux des scientifiques et d'autres acteurs qui peuvent nous aider finalement à faire ces anticipations, ces prospectives, ces imaginations, pour se demander finalement quelles seront les réalités de ce monde de demain et comment, ensemble, on pose des hypothèses, on construit des scénarios et on essaye de trouver les réponses pour permettre ces scénarios demain. Et en fait, ce basculement de la certitude à l'incertitude, déjà, enfin, du connu au pas totalement connu mais connaissable, de la certitude au pas totalement certain, d'une réalité à des possibilités, ça change tout. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut évidemment travailler, il faut travailler avec d'autres acteurs dans la fabrique de la ville. On ne peut pas être juste sur ces certitudes acquises. Moi, j'aime bien dire, d'ailleurs, vu la complexité des questions qui sont posées aujourd'hui, personne, de sa seule discipline, de son seul point de vue, même de sa seule temporalité d'ailleurs, de sa seule localisation, ne peut donner seul les réponses aux questions qui nous sont posées aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi répondre autrement, travailler ensemble et s'appuyer sur ceux qui peuvent nous aider à poser ces scénarios, à imaginer ces possibles demain, donc à la fois les scientifiques. Il n'y a pas de projet urbain en France qui se fait sur une base où on convoque d'abord les scientifiques pour nous aider à comprendre ce qui peut se passer demain, ou d'autres acteurs spécialistes de la scénarisation, de l'anticipation, des auteurs de fiction, même de science-fiction, des réalisateurs. Enfin, il y a plein de métiers dans lesquels finalement on fait beaucoup plus de prospective que la fabrique de la ville. Et il y a ce thème que cette idée aussi que je viens d'évoquer, qui est du certain au non certain. Et ça, c'est très angoissant. Comment on arrive à cheminer avec une forme d'indétermination et même d'incertitude. L'incertitude fait peur à tout le monde. Tout le monde de la fabrique de la ville s'est construit sur l'idée de limiter, de l'idée même qu'il pourrait ne pas y avoir d'incertitude. Incertitude zéro ou risque zéro. Vous savez, tout le système assurantiel, les bureaux de contrôle, en fait, sont là pour vérifier que dans toute situation de fabrique de la ville, le risque est ce qu'on appelle normal, c'est-à-dire en gros quasi nul. Or, cheminer sur cette idée de l'indétermination et de l'incertitude, ça veut dire finalement accepter de prendre des risques, même accepter parfois de se tromper et même accepter l'échec. Et sur cette question de l'incertitude, si on ne veut pas aller droit dans le mur, évidemment, ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir faire de l'évaluation et de l'évaluation temps réel de nos actions. Et on n'aime pas trop l'évaluation. Il y a des évaluations de politique publique, mais il n'y a pas d'évaluation de projets urbains. J'aime bien citer la première et quasi seule évaluation qui a eu lieu, qui était Grenoble, caserne de Bonne, un des premiers écoquartiers en France. Au bout de quelques années de pratique, ils se disent on va mener une évaluation multicritère pour voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Comme toute évaluation, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et sur la caserne de Bonne, en l'occurrence, sur 100% des choses analysées, 95% avaient donné des résultats extrêmement satisfaisants, 5% moins satisfaisants. Et Grenoble a décidé de publier ce rapport d'évaluation. La presse nationale s'est emparée de ce rapport pour dire la caserne de Bonne, un échec retentissant. Juste parce qu'il y avait 3-4 choses qui n'avaient pas donné totalement satisfaction. Donc ça veut dire qu'il y a un changement très important de mentalité à opérer, parce que si on doit évaluer pour pouvoir guider l'action, pour se servir, pour avoir des boussoles, pour accélérer, décélérer, bifurquer, arrêter, dire aussi qu'on s'est trompé, à un moment, eh bien, il va falloir évidemment accepter à un moment que cette prise de risque, elle peut s'accompagner de formes d'échec
et de communiquer autant sur ses échecs que sur ses succès. On ne communique en général que sur ses succès. Le problème, c'est que si une commune décide de faire quelque chose et que ça ne donne pas totalement satisfaction, si elle ne dit rien, les 35 999 autres communes peuvent faire exactement la même chose et connaître les mêmes échecs. Et donc à un moment se dire, nous avons fait ça, nous pensions que ça allait très bien marcher, mais finalement il y a des choses qui ne fonctionnent pas si bien, etc. Et donc du coup, éviter à d'autres de faire la même chose. Alors, voilà, sur l'adaptation. Et puis, une question d'échelle aussi qui est importante, puisque dans des approches très rationalistes, quantitatives, etc., en fait, on peut intervenir à n'importe quelle échelle, et on le voit bien, en fait, quand j'ai dit tout à l'heure, on s'est beaucoup intéressé à l'énergie et au carbone, c'est aussi surtout que pendant ces 25 ans de prise en compte des questions environnementales dans le monde de l'aménagement, en fait, le discours n'a porté quasiment que sur les bâtiments. Parce que c'est là où il y a de l'énergie, c'est là où il y a du carbone, c'est là où on peut mesurer. Donc porter que sur les bâtiments. Sur les questions d'adaptation, en fait, le changement d'échelle est absolument fondamental. Il faut dézoomer, on ne peut pas adapter uniquement les bâtiments, ça n'a aucun sens. Si je prends un exemple assez facile à comprendre, vous avez tous entendu parler maintenant de l'îlot de chaleur urbain. Il y a entre une température prise en milieu ouvert à la campagne, on va dire, quand on se rapproche de la ville et de centre-ville et des parties les plus denses, les températures, elles montent comme ça, elles font une espèce de courbe en cloche qui est quasi directement proportionnelle à la densité. Et bon, on peut considérer que c'est une fatalité, voilà, c'est presque un fait urbain, on parle d'îlot de chaleur urbain. On parle de choses qui sont quand même assez sérieuses. Hein. L'îlot de chaleur urbain, c'est entre plus 5 à plus 10 degrés dans une ville extrêmement dense par rapport à un territoire ouvert. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on était sur un monde à plus 4, demain, enfin une projection à plus 4, avec des effets locaux à plus 7, possiblement, plus 7 dehors à la campagne, plus 7 à l'intérieur, enfin dans un centre-ville, c'est plus 14. C'est impossible de s'adapter à des conditions comme telles. Donc, si on demande aux bâtiments de faire le boulot, comme aujourd'hui, en gros, les discours sont posés avec les réglementations environnementales, les réglementations thermiques, etc., en fait, on demande à la petite échelle de faire tout le boulot. Ça ne marchera jamais. Il y a évidemment un enjeu d'agir d'abord sur l'échelle amont, l'aménagement, pour pouvoir faire en sorte que ce phénomène d'îlot de chaleur urbain soit minimisé le plus possible, voire même éventuellement gommé. Peut-être on pourrait imaginer demain qu'on n'ait même pas de température plus élevée. Et donc ça veut dire remonter d'un cran, donc aller à la fois bâtiment, on va parler d'espace public, on va parler de forme urbaine, on va parler même d'organisation territoriale de la ville, on va parler de géographie, et finalement il y a une forme d'articulation des échelles qui se joue dans toutes ces logiques d'adaptation qui sont essentiellement d'ailleurs, en gros, des formes de recréation des cycles naturels qui se jouaient avant. Et le cycle naturel se joue dans une forme de continuité. Je suis en train de dévoiler des choses après, mais que je n'aurai pas le temps de dire de toute façon. Donc, du coup, ça va, on est bien là. Question des échelles. Et ça change tout. Comme vous savez qu'en France, en plus, on adore, dès qu'il y a un problème, le segmenter, mettre des périmètres, des acteurs responsables de ces périmètres, et du coup, en général, ne pas regarder ce qui est à l'interface entre les périmètres, avec parfois même des actions contradictoires entre les différentes échelles, les différents acteurs sur leurs différentes échelles. Si on se dit que l'adaptation se joue nécessairement dans une forme de continuité et de cohérence à toutes les échelles, ça demande là aussi un peu de changer des choses. Ok, et je vais parler d'équité aussi sur mon histoire d'îlot de chaleur urbain, mais un élément aussi très important, c'est que quand on parle d'adaptation, on a tendance un peu à minimiser cet enjeu d'adaptation en disant préserver les conditions de confort. Je ne dis pas que le confort, ça n'a pas son intérêt, mais ça ne paraît pas très grave finalement de ne pas être totalement en situation de confort. Il y a un côté un peu luxueux dans la notion du confort. Mais en fait, c'est bien plus grave que ça. La question de l'adaptation, c'est pas juste préserver les conditions de confort qu'on connaît aujourd'hui, c'est préserver les conditions d'habitabilité.
Et on devrait arrêter d'utiliser à tort ce terme juste de confort pour parler d'habitabilité. Quand j'ai dit, si on ne fait rien, des situations de bâtiments à plus 14 degrés, d'espace public totalement invivable, en fait, ce n'est pas juste des conditions de confort, c'est que si un monde à plus 7 degrés, c'est un monde dans lequel énormément d'endroits seront tout simplement inhabitables. Mais comme il y a aussi une question d'équité, c'est aussi énormément de populations, surtout, seront dans des situations d'inhabitabilité. Donc c'est bien plus grave, c'est la négation même de l'habitabilité qui est en jeu. Et d'équité. Alors, si je reprends mon exemple de l'îlot de chaleur urbain, parce qu'on le comprend assez bien, si je fais rien en amont, ok, bon, j'aurai des phénomènes extrêmes de plus 14, plus 15 degrés. Vous savez, Paris a posé son plan Paris à 50 degrés. Mais si je fais rien en amont, ok, je vais devoir le jouer à l'échelle individuelle ou déjà avant à l'échelle de mon logement ou à l'échelle d'un ensemble de logements, donc de mon immeuble ou de ma copropriété. Et à ceux qui pourront, il y a toujours ceux qui pourront de toute façon, on s'en fiche de cela. Et à ceux qui ne pourront pas. C'est plutôt ça qui est important. Ceux qui pourront, bah oui, si on est en situation d'inconfort, j'installe la clim, j'ai les moyens, je négocie avec le syndic, bon, je sais pas, j'installe la clim. Ce faisant, d'ailleurs, je fais quoi? Pour mon confort, je dégrade les conditions de confort, enfin l'habitabilité des autres, parce que vous savez que la clim, elle rejette nécessairement de la chaleur dans l'atmosphère, donc elle réaugmente l'ICU. Mais même la première des mesures d'adaptation, tout à l'heure j'ai dit aléa, exposition, vulnérabilité, la première des mesures d'adaptation, bien connue de ceux qui peuvent, c'est de fuir. En fait, il suffit de s'éloigner de l'aléa pour ne plus être exposé. Donc, on l'a vu, moi j'habite dans Paris, dans le petit Paris, Paris intramuros, et crise sanitaire 2020, été 2022, et puis même pareil, été 2023, puis maintenant on a l'impression que c'est devenu une constante, tous ceux qui ont les moyens se sont barrés. Paris est invivable en période caniculaire. En fait, juste ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire ceux qui ont, enfin, ils sont partis dans leur première, leur deuxième, leur troisième, leur quatrième résidence secondaire, avec un attrait grandissant pour l'extrême ouest breton, donc Brest étant devenu le nouvel Eldorado. Ça, c'est ceux qui ont les moyens. En fait, fuir l'aléa, le risque, c'est première mesure d'adaptation, mais c'est réservé à la classe qu'on pourrait appeler les voyageurs climatiques volontaires, qui parcourent la planète en fonction des aléas, de là où les situations sont moins risquées. Mais il y a les autres. Il y a ceux qui ne peuvent pas bouger, qu'on va appeler du coup les assignés à résidence climatique involontaire. Ceux-là, quand ils ont un logement et qu'ils n'en ont qu'un, ils ne peuvent pas fuir. Donc la question, elle est de comment finalement on préserve les conditions d'habitabilité, surtout pour eux. Les autres, ils bougeront, on s'en fiche. Et donc c'est une question d'équité absolument fondamentale. Et si on reprend mon histoire de l'îlot de chaleur urbain, si j'ai réussi à gagner 7 degrés sur mon îlot de chaleur urbain, j'ai réduit là l'emprise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai permis, donc c'est pour ça que je vous parle de l'échelle de l'aménagement, j'ai permis de baisser la pression sur les bâtiments. Donc j'ai rendu possible finalement des stratégies d'adaptation sur les bâtiments, y compris les stratégies passives, la valorisation des éléments naturels, etc. Mais, et surtout, en le faisant, je l'ai fait pour tous. Donc ça dit à quel point finalement la question de l'adaptation est une question d'aménagement, même de territoire et de géographie, parce qu'en faisant ça, on agit surtout pour tout le monde. Moins 7 degrés de pression sur les bâtiments, c'est moins 7 degrés pour tous. Donc ce qui est assez intéressant dans ce qui est en train de se jouer là, c'est que tout d'un coup, ça redonne un sens totalement nouveau à ce qu'on pourrait appeler donc les espaces ouverts, parce qu'il n'y a pas que des espaces publics, les espaces ouverts des milieux habités. Et quand je vous ai dit, en regardant que la problématique de l'énergie et du carbone, en fait, on n'a parlé que des bâtiments. On n'a fait que de parler d'efficacité énergétique, de bâtiments énergie positive, de bâtiments BBC, de bâtiments bas carbone, etc. Ok, c'est bien, pourquoi pas? Mais en tout cas, l'adaptation se joue d'abord
enfin surtout et d'abord dans les espaces ouverts, dans lesquels il y a beaucoup d'espaces publics. Mais c'est aussi penser des nouvelles synergies dans les espaces ouverts, des synergies espaces ouverts publics, espaces ouverts privés. Et comme je vous ai dit que ça se jouait beaucoup dans les continuités, comment on arrive à mettre en relation les espaces ouverts publics et les espaces ouverts privés, puisque par exemple une brise rafraîchissante, qui est quelque chose qui a été complètement gommé dans l'aménagement urbain en ne pensant pas qu'une ville avait besoin de respirer comme nous avions besoin de respirer, la brise rafraîchissante, vous pouvez bien comprendre qu'elle ne va pas s'arrêter à la limite entre le public et le privé. Donc comment on a la capacité de cette météorologie qui se joue avant la ville jusqu'à ce qui va arriver au moment où je vais ouvrir ma fenêtre pour respirer un air frais, comment je vais repenser finalement cette synergie ou cette complémentarité des actions sur les espaces ouverts, publics et privés. Donc, du coup, ça redonne un sens considérable à la qualification de ces espaces ouverts. Déjà, si tant est qu'il y en ait, mais on a de la chance parce qu'à Sartienne, il y en a vraiment beaucoup des espaces ouverts. Donc si tant est qu'il y en ait, et comment on va travailler donc à la fois donc pour réduire la pression, pour retrouver ces continuités et surtout pour le faire pour tous. Donc voilà, enjeu d'habitabilité et d'équité. Et puisqu'on dit que c'est d'abord sur des espaces ouverts dans lesquels il y a beaucoup d'espaces publics, évidemment ça veut dire que l'adaptation est entre les mains, enfin c'est de l'action publique, et c'est entre les mains des acteurs publics d'abord et essentiellement. Et bien c'est bien, ça donne aussi là du sens à... Ça fait 20 ans qu'à force de parler d'énergie et de carbone, finalement, on a presque livré les clés de la fabrique de la ville aux acteurs privés et à la promotion en particulier. Et bien sur les questions d'adaptation, c'est d'abord les acteurs publics, la collectivité qui doit agir, et pour le bien de tous. Donc finalement, on se rend compte à quel point c'est un enjeu à la fois social, mais politique, de pouvoir travailler sur des stratégies d'adaptation. Mais évidemment, si c'est une action publique et si c'est porté par les acteurs publics, bah, il y a une question quand même à un moment qui est qui va payer tout ça. Je m'amuse, d'abord avant de parler de payer. Ça veut dire que, comme on vient de dire que la question de l'adaptation est une question d'habitabilité et d'équité, en fait, c'est aussi une question de santé publique et même de sécurité publique. C'est pas juste pour s'amuser à faire des plans canopés, à verdir, à faire des plans verts, machin, etc. C'est une question d'habitabilité et d'équité dans santé publique et de sécurité publique. On s'était amusé, François Gemène se demandait s'il ne fallait pas mettre la question de l'adaptation même au ministère de l'Intérieur plus qu'au ministère de la Transition écologique, mais ils auraient peut-être un peu plus de moyens. Mais ça veut dire aussi que c'est très bien d'avoir fait un plan un PNAC, un plan national d'adaptation au changement climatique et une TRAC. Vous savez que dans le PNAC, pour l'instant, ce qui manque, c'est quand même comment on territorialise tout ça et comment on rend ça opérationnel. Et surtout, est-ce qu'on va mettre des moyens ? Parce que si c'est un enjeu de santé publique, un enjeu, une priorité nationale, il faut une loi et du fric. Donc on ne peut pas juste lâcher les acteurs des territoires, parce que la solution viendra des territoires. C'est ça aussi qui est très intéressant dans ce qui est en train de se jouer, c'est que sur ces logiques très quantitatives de l'atténuation, ça pouvait se jouer au niveau national, international, ça se discute dans les COP, il y a les stratégies nationales bas carbone dans les pays qui sont quand même un peu ambitieux sur le sujet, dont la France. Et ensuite, ça peut descendre. Mais l'adaptation se joue exclusivement sur les territoires. Ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment lâcher les acteurs des territoires en disant « Allez-y, c'est votre boulot, faites-le sans leur donner ni de cadre, ni de loi, ni de moyens ». Donc il va bien falloir que ça devienne une priorité nationale, la question de l'adaptation. Et puis, donc ça veut dire aussi qu'il faut des moyens. Donc qui va payer l'État, donc nous. Mais aussi, on peut se dire, tiens, sur cette idée de... Si je travaille sur un aménagement qui a comme effet finalement, reprenez mon histoire de l'îlot de chaleur urbain, de réduire la pression sur les bâtiments, est-ce que je ne pourrais pas financiariser finalement cette réduction de la pression sur les bâtiments ? Si j'ai réduit de 7 degrés la pression sur les bâtiments, ça veut dire que les bâtiments ont des possibilités de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire si je n'avais pas agi en amont. Et donc, du coup, on pourrait imaginer une forme comme ça de contribution
sur la chaleur évitée qui serait supportée par les acteurs des pleins des milieux habités, donc les acteurs des bâtiments, ou des contributions sur une forme de risque apaisé, des contributions sur une forme de risque évité. C'est clair, non? Bon. On va demander aux promoteurs ce qu'ils en pensent, par exemple. Et je ne sais pas si je vais pouvoir faire mes 3 parties quand même, c'est un peu... Allez, encore un quart d'heure, j'ai l'impression. Mais ce qui est assez beau dans ce qui est en train de se jouer là, c'est qu'évidemment, une fois qu'on raconte tout ça, ça peut faire peur. Le chantier est colossal, il faut des moyens. Mais en même temps, il y a quelque chose de très beau qui se joue, c'est qu'on voit bien qu'on était jusqu'à récemment, et on le voit bien dans les écoles d'architecture par exemple, les jeunes, les étudiants, les jeunes diplômés en architecture sont extrêmement angoissés, y compris en urbain d'ailleurs. Ils sont angoissés, pourquoi? Parce qu'on on est dans des professions où, jusqu'à maintenant, on était dans les logiques assez extractivistes, productivistes, à impact négatif. On ne peut pas construire des aménagements, ces sornettes racontées par tout le monde de dire « j'ai fait un quartier zéro carbone », c'est faux. Peut-être en compensant à mort sur d'autres sujets, pourquoi pas, par de la compensation, on peut peut-être faire des choses, mais en fait, c'est faux. Donc, il y a une énorme angoisse de se former à quelque chose dont on sait que, finalement, c'est destructeur pour la planète. Et dans ce qui est en train de se jouer là, de ce que je suis en train de vous raconter, finalement, faire avec ce qui est déjà là, transformer, redonner vie, par exemple, à un fleuve qu'on a tué écologiquement, il y en a plein, redonner vie à des terres qu'on a totalement tuées écologiquement, redonner vie à un territoire qui a été anthropisé, utilisé pour d'autres activités, et donc le refertiliser, le réhabiter, etc. Redonner vie à des bâtiments qui ont été déjà occupés. Finalement, on est dans l'ère de la transformation et d'une transformation positive. Parce que redonner vie à un fleuve, c'est une action héroïque. Redonner vie à des terres, refertiliser des terres artificielles, c'est héroïque. Et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement beau, c'est que sur les questions d'adaptation, de transformation, de restauration, de réparation, tous les termes, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé celui qui me plaisait le plus, mais en fait, on a basculé, on est finalement en train de parler de prendre soin, de soigner à la fois des territoires, des milieux habités, des bâtiments et, in fine, des citoyens. Donc, ce qui est très beau, c'est que finalement, on peut imaginer qu'on bascule vers un métier de transformation à impact positif. Et vous savez, l'étude d'impact nécessaire dans tous les grands projets qui considèrent un état initial, un état projeté, l'état initial, dans la philosophie de l'étude d'impact, est toujours considéré comme meilleur que l'état projeté. L'état projeté est toujours quelque chose qui va abîmer l'état initial dans l'étude d'impact. C'est pour ça qu'il y a un 3e chapitre dans l'étude d'impact qui s'appelle « Mesures compensatoires ». C'est pour compenser ce qu'on a fait comme salaud pour avoir abîmé un milieu initial pour faire un projet, etc. Ben en fait, ces nouveaux projets dont on est en train de parler, ces nouvelles actions, demain, elles n'auront pas besoin de mesures compensatoires parce que l'état projeté sera meilleur que l'état initial. Donc on peut rêver que demain, on fasse des études d'impact sans chapitre 3, mesures compensatoires. Aujourd'hui, j'ai essayé de le faire. Mon étude d'impact sur laquelle on a travaillé en faisant ça, elle a été déclarée non conforme. Bon. Voilà, ça c'est la première partie. Hein. Et puis, combien de temps, Frédéric? Parce que c'est toi qui m'a donné carte blanche. Donc dis-moi combien de temps, puis je vais m'adapter. On s'arrête à midi? Et il est quelle heure? Ah bah tranquille. Non mais je voulais en fait vous faire, puisqu'on parle comme ça de prospective, d'incertitude, etc., mais donner un peu quelques récits, mais du coup je vais devoir aller vite, donc c'est triste, mais des récits pour l'action. D'abord on vient de dire faire avec l'existant, puis là j'ai quand même mis
des images de Sarcelles et même des dessins de Sébastien, notre interprète graphique à l'agence, qui est venu s'immerger un peu à Sarcelles pour faire quelques représentations au crayon que vous voyez là. Faire avec l'existant, on vient de le dire en long en large, donc je vais pouvoir aller vite sur certains récits, mais j'ai mis quand même « mais faire bien ». Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi des nouveaux acteurs qui disent « je fais une opération de réhabilitation, donc c'est bien ». Ouais, c'est pas, disons que ça commence plutôt pas mal. Mais quand on en voit certaines où on essaie de faire rentrer des programmes qui n'ont strictement rien à voir avec la vie, avec ce que le bâtiment aurait comme capacité d'accueillir, avec des reprises en sous-œuvre de dingue, finalement, il y a des opérations de réhabilitation qui sont bien plus impactantes, même en termes de carbone, que si on avait démoli et fait du neuf. Donc attention à ces discours un peu faciles de pensée unique, de dire je fais de la réhabilitation et je fais bien. Et puis, même si l'existant a été complètement en dehors des radars et qu'il devient enfin une priorité en se disant, par défaut, je fais de la transformation, je réhabilite, et par exception, je fais du neuf, ça c'est très bien, avec même ce grand programme sur la rénovation énergétique. Tout le monde dit réhabilitation, rénovation énergétique. Et alors là, on voit énormément de catastrophes. Il y a des rénovations énergétiques qu'il valait mieux absolument ne pas faire. Pourquoi ? Parce que sous couvert de faire de la rénovation énergétique, donc de gagner des kilowattheures, toujours sur mon idée des kilowattheures là, je fais une isolation par l'extérieur, très bien, évidemment de manière tautologique, j'ai gagné des kilowattheures. Ou je fais une isolation par l'intérieur parce que je n'ai pas pu isoler par l'intérieur. Ce faisant, j'ai recarboné potentiellement énormément un actif dont j'avais considéré qu'il était amorti en termes de carbone. Donc si je fais bien, si je regarde, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de le faire à tel endroit ? Est-ce que j'ai besoin d'isoler toutes les parois ? Est-ce que... d'abord, il y a aussi des isolants qui sont évidemment à faible empreinte carbone, comme les biosourcés. Là, du coup, ok, on peut commencer à faire bien, c'est-à-dire de répondre à une vulnérabilité de ces bâtiments qui a une très forte consommation d'énergie, sans les recarboner de manière outrancière, parce que le rapport entre le carbone qu'on va remettre par rapport au carbone qu'on va gagner, il y a de grandes chances que le temps de retour carbone, qui est un truc pas calculé du tout, soit de 150 à 200 ans. Or, l'isolant, on le changera dans 30 ans, donc aucun sens. Et puis, ce qu'on a vu aussi beaucoup, c'est des rénovations énergétiques, donc un, qui recarbone, et deux, qui flinguent totalement la capacité du bâtiment, du logement, à encaisser des épisodes chauds. Donc qui dégradent considérablement la question du confort d'été. Et si on se projette un peu dans un temps long, et qu'on se dit qu'on aura de moins en moins de problèmes de chauffage, mais de plus en plus de problèmes d'inconfort liés à la chaleur, et on ne meurt pas complètement d'une surconsommation de chauffage. Par contre, on peut mourir d'un problème d'inconfort grave. Ça veut dire aussi que si on y regarde bien, finalement, il y a beaucoup de rénovations qui ne sont pas du tout faites dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elles font perdre à des bâtiments qui en avaient la qualité déjà avant d'encaisser les chocs de 2050. Donc oui, faire avec l'existant, mais faire bien. Il faut que j'aille vite. Intensifier et augmenter l'usage des choses. Comment je peux le faire vite ? Oui, bon, allez. Toujours sur la question du carbone. Facile. Je vais prendre d'abord l'exemple du vélo, parce que c'est facile à comprendre. J'ai deux vélos. Un vélo qui a comme vocation de devenir un vélo propriétaire. Donc il sera utilisé par son propriétaire 2 fois, un quart d'heure à une demi-heure par jour. Donc une demi-heure à 1 heure au total. Je fabrique un autre vélo à côté qui a une vocation de devenir un vélo partagé. Donc potentiellement utilisable 24 heures sur 24, potentiellement. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que je ne vais pas considérer que mon vélo partagé doit être un peu plus solide dans un premier temps. Donc c'est à peu près la même charge carbone pour construire le vélo qui va être propriétaire versus le vélo partagé. C'est quoi la différence ? Alors évidemment, donc, ils sont passés dans les fourches codines du budget carbone, ils sont pareils. Sauf qu'il y en a un qui est utilisé 1 heure par jour, max, l'autre qui est utilisé 24 heures. Si on raisonnait sur une charge carbone à service rendu équivalent, mon vélo partagé est du coup 24 à 48 fois moins carboné
que le vélo propriétaire. Ça dit une belle histoire de plus on met en commun, plus on intensifie l'usage d'une chose qui de toute façon demande du carbone pour sa construction initiale et pour son entretien, finalement moins la charge est carbonée à service rendu équivalent. Il n'y a aucun indicateur aujourd'hui qui parle de carbone à service rendu équivalent, c'est toujours des carbones en valeur absolue, ce qui fait que vous pouvez construire un truc relativement bas carbone et dire faire les couvertures de la presse nationale parce que vous avez construit un truc 30% moins carboné qui est utilisé par personne alors que vous auriez fait juste 20% mais utilisé par 10 fois plus de monde, finalement c'était beaucoup mieux. Et donc ça c'est le carbone au même instant. Et on a aussi une question de carbone dans le temps, sur la question de la réversibilité. Si je construis quelque chose qui a une capacité à être transformé, à encaisser des changements d'usage, sans avoir à le mettre par terre et à le reconstruire à chaque fois, là c'est plutôt du carbone asynchrone, sur le temps long. Pareil, si c'est utilisé 2 à 3 fois plus longtemps que si je fais quelque chose d'utilisation très court-termiste, en carbone à service rendu équivalent, pareil, on sera nettement meilleur. Donc il faut avoir en tête cette idée de l'intensification d'usage dans le temps, de manière synchrone, donc au même temps ou dans un temps long, en fait, est une façon de faire de la sobriété carbone extrêmement puissante et totalement en dehors des radars aujourd'hui. Donc intensifier l'usage des choses, c'est quelque chose, c'est un levier extrêmement important. Et évidemment, on pourrait se dire, je ne vais pas comparer complètement Sarcelles à la Défense, mais quoique. Non, mais il y a un regard un peu en disant bon, on a fait ça, d'accord, c'était une époque, voilà, à un moment, on a pu se dire il faut quitter Sarcelles comme on peut quitter la Défense. En fait, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à se dire ici. Il y a eu une telle charge carbone entre 1955 et 1975 à Sarcelles que le pire serait de quitter Sarcelles. En fait, il vaut mieux en intensifier l'usage, c'est une forme de dette carbone qui nous oblige donc d'en intensifier l'usage. Ça, qui vaut partout, pas que à Sarcelles, mais c'est assez intéressant de le raconter comme ça. Quand on se dit se projeter sur les conditions de demain, donc ça s'appelle le Sud comme horizon. Se projeter sur les conditions de demain. C'est quoi les conditions de demain ? Bon, vous pouvez lire les rapports du GIEC pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la question du changement climatique, elle fait qu'on peut considérer qu'il y a une forme de glissement des climats du Sud vers le Nord, dans l'hémisphère Nord, et réciproquement dans l'hémisphère Sud. Pas complètement. On aura des nouveaux climats demain, c'est pour ça que c'est pas facile de considérer complètement. Enfin, si on regarde que les températures, oui, Sarcelles en 2050, je ne sais pas trop exactement quel est son analogue climatique, ou en 2100, ça devrait être quelque chose en 2100 comme pas très loin de l'Andalousie, quoi. Et donc si on se dit mais je dois concevoir en anticipation des conditions de demain, rien que du point de vue du climat, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, comme efficacité énergétique, isolation, etc., si le climat de Sarcelles est celui de Séville demain, bon, est-ce que ça a vraiment du sens ? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas préserver les conditions justement de confort d'été, d'habitabilité dont je viens de parler ? Et c'est assez intéressant de se dire finalement, si on veut essayer de se comprendre et de s'entrevoir déjà et de se comprendre demain, eh bien, quelque part, notre avenir existe déjà dans un sud. Donc nous avons tous un sud comme horizon et nous sommes tous l'horizon sud de quelqu'un. Et c'est assez beau. Donc si je veux me projeter demain, il faut que j'imagine pouvoir faire des transpositions de quelque chose qui existe déjà ailleurs dans un climat qui sera le mien demain pour imaginer aménager aujourd'hui. C'est pas rien. Et si on se dit en plus qu'il y a un lien très fort entre climat, usage, culture, histoire, finalement, ce vers quoi il faut aller, c'est d'anticiper des formes d'hybridation climato-culturelle. Ça, c'est beau.
Et c'est quand même vachement mieux que de craindre le grand remplacement, non? Donc, imaginez des formes d'hybridation climato-culturelle avec des imports de choses qui existent déjà dans un sud qui, finalement, est notre horizon. Alors attention, cette histoire des analogues climatiques qui commence à prendre pas mal, il faut la relativiser un peu, parce que les températures de demain seront les températures d'une destination qui est déjà au sud, dont on peut aller finalement apprendre, se promener, voir comment on a fait là-bas. Mais ce ne sera pas complètement vrai, parce que, sauf catastrophe planétaire, la géométrie solaire ne changera pas. Donc ça veut dire que les climats de demain seront des climats nouveaux, avec des températures qu'on connaît déjà un peu plus au sud, mais une géométrie solaire qui restera la même qu'à Sarcelles, c'est-à-dire 65 degrés par rapport à l'horizontale le 21 décembre, au max, au zénith, c'est-à-dire à midi solaire, donc 13 heures, et 18 degrés seulement par rapport à l'horizontale, pardon, le 21 décembre, j'ai dit 21 décembre, 21 juin pour 65 degrés, évidemment, personne ne m'a corrigé. Et 18 degrés pour le 21 décembre à midi solaire, donc à 13h, et donc 65 degrés pour le 21 juin à midi solaire, donc à 14h. Donc la géométrie solaire sera la même, les températures ne seront pas les mêmes, et comme les températures ne seront pas les mêmes, les régimes de vent ne seront pas les mêmes, les précipitations ne seront pas les mêmes, mais quelque part, finalement, se déplacer vers un sud, c'est essayer de s'entrevoir et de se comprendre demain. Et je trouve ça assez beau parce que jusqu'à maintenant, le Nord c'est toujours considéré comme le modèle du Sud, et en fait, l'inversion là, c'est le Sud, finalement, devient un modèle pour le Nord, enfin, une référence. Quelque chose aussi que je trouve assez intéressant, par rapport à ce que je viens de raconter sur mes continuités, c'est que les faits naturels, d'ailleurs on parle de cycle écologique, se jouent originellement dans des formes de continuité. Tout est continu. Passer de la météorologie à une microclimatologie locale jusqu'à une brise, c'est continu. La migration, la pollinisation, c'est continu. La migration des espèces, c'est continu, etc., etc. Le cycle de l'eau est quelque chose de continu. Et en fait, les humains passent leur temps à créer de la discontinuité sur les territoires, en définissant des frontières, ceux des pays, en définissant des parcelles, des cadastres, en construisant des murs. La construction d'un mur est la plus forte des discontinuités. Il y a à gauche, à droite du mur, dehors, dedans. Et donc on a même inventé le contrat de la discontinuité, qui s'appelle la propriété privée. Le contrat de la discontinuité, donc c'est finalement arracher à quelque chose qui est fondamentalement continu, un morceau pour en revendiquer l'appartenance. Bon, c'est comme ça. Nous sommes des acteurs de la discontinuité sur une planète éminemment continue. Et en créant ces discontinuités, en accumulant ces discontinuités, en fait, à certains endroits, nous avons mis en péril écologique certains des territoires. C'est essentiellement par l'accumulation des discontinuités. On a rompu le cycle de l'eau, on a rompu la pollinisation, on a rompu la brise rafraîchissante, on a rompu la migration des espèces, etc. Et en fait, nous avons mis en péril écologique, on a rompu la capacité de régénération d'une terre, d'un fleuve, etc. Et en fait, on a mis en péril, finalement, d'un point de vue écologique, ce territoire. Et aujourd'hui, il y a un enjeu très important, finalement, à retravailler ces discontinuités. C'est ce que j'ai appelé des non-discontinuités, dans le sens où, comme la continuité est originelle, si nous ne sommes ni la nature ni Dieu, nous ne pouvons travailler qu'à des artefacts de continuité que j'ai appelés des non-discontinuités. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte à quel point cet enjeu de la non-discontinuité, en fait, c'est exactement ce que je racontais sur les complémentarités espace ouvert public, espace ouvert privé. L'histoire de la brise rafraîchissante, elle est, je vous donne un exemple. Quand Paris a fait son PLU bioclimatique, j'avais eu l'occasion d'être reçu à l'hôtel de ville. Donc, Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire nous demandaient à quelques acteurs qui travaillions beaucoup à Paris ce qu'on pensait du PLU bio. Et je leur disais, mais en fait, il y a une mesure extrêmement simple à Paris qui coûte vraiment pas grand-chose. Bon, ça coûte un peu des discussions avec les ABF, mais à part ça, ça coûte pas grand-chose. Et ça aurait une efficacité redoutable.
Historiquement, quand le Paris du 19e a été construit, donc Napoléon III Haussmann, en fait, les portes cochères étaient ouvertes. Ça a duré des années jusqu'à ce qu'on ferme, on décide de fermer les portes, qu'on mette des digicodes pour des questions de sécurité. Bon, ça paraît banal. Aujourd'hui, quand on se balade dans des rues dans Paris, on ne voit que les avenues, on ne voit quasiment jamais les cœurs d'îlots. On a l'impression qu'il n'y a pas de vide dans cette ville en dehors des avenues, ce qui est totalement faux. Paris est bourré de vide, et des vides d'une qualité incroyable. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a cantonné en fait le vent dans les avenues, et il ne vient jamais jusque là où il peut être nécessaire pour pacifier le logement. Il ne vient plus jamais dans les cœurs d'îlots. On a rompu quelque chose. Donc il suffirait d'ouvrir les portes cochères et on gagne 4 degrés sur la température ressentie dans Paris. On n'a même pas besoin de faire tout le reste du PLU bio. Ça marche tout seul. Et alors évidemment, il faut discuter, parce que si on a fermé les portes cochères, c'est pour des problématiques de sécurité. Bon, est-ce que c'est vraiment si angoissant que ça qu'il y ait des gens qui rentrent dans la cour quand même? Mais même, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les portes cochères pleines par des portes cochères ouvertes aéroliquement? Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut discuter avec les ABF quand même. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, comme ça se fait d'ailleurs à Singapour, d'avoir, puisqu'en général derrière une porte cochère on a une entrée un peu profonde, d'avoir une grille derrière, la porte cochère devant qui reste ouverte la plupart du temps, donc le vent passe. Et donc ça c'est juste pour vous illustrer des choses extrêmement simples sur ces non-discontinuités qui tout d'un coup permettraient à ce vent, aux villes de respirer de nouveau, et évidemment aux personnes dans les villes de respirer elles aussi. Bon voilà. Ah tiens, il y a ce chiffre extrêmement important. La question des vides. Parce que si on dit que l'adaptation joue d'abord dans les espaces ouverts, encore faut-il en avoir. Dans le grand ensemble, 78% du sol est non construit. C'est dingue. Si vous ne connaissez pas le chiffre, Paris Intramuros, c'est 32% de non construit. 68% construit, ce qui est le même taux que Tolède. Tolède, tout le monde considère que c'est une ville entièrement construite qui n'a quasiment pas de vide. Et en fait, Paris et Tolède sont pareils. 68% de plein, 32% de vide. Et évidemment, le vide à Paris, vous savez, très occupé par et pour la voiture. 80% de l'espace vide de Paris a été dessiné par et pour la voiture. 78%. Ça peut être un des défauts de Sarcelles, et en même temps, par rapport à tout ce que je viens de raconter, c'est une qualité extraordinaire. Il y a un terrain de jeu pour l'adaptation qui est colossal. Dans 78% de villes, et d'ailleurs Sarcelles même c'est 85% parce que entre là où on est aujourd'hui, le Grand Ensemble, il y a énormément d'espaces non construits. Donc finalement, il y a une forme de patrimoine du vide incroyable. Et évidemment sur lesquels on peut agir. Bon, ça c'était au passage, hein, quand même, c'est important. Bon, le commun comme projet, c'est un peu le dernier celui-là des récits. Après ça va aller vite. La troisième partie, je vais vraiment aller très très vite. Le commun. Dans tout ce que je viens de raconter, oui, vous entendez cette idée à un moment, quand on parle de continuité, quand on parle de l'adaptation, de l'atténuation, on parle beaucoup de commun finalement. Mais là aussi, on va zoomer un peu sur l'échelle bâtie. Et par rapport à ce que Paul a montré sur les plans, parce que je vais revenir aussi là-dessus sur les plans à Sarcelles, quand même, on n'a pas trop d'alternatives. Il va bien falloir, même si parfois on déteste, il va bien falloir qu'on vive ensemble, non? Or, quand même, ça fait des années, des décennies, qu'on fabrique du logement collectif qui donne qu'une envie, c'est de détester le collectif. Et on a, la partie commune, jusqu'à son degré zéro de la partie commune, le palier avant la porte d'entrée, c'est l'impensé total de décennies d'opérations d'architecture. Et
il y a un enjeu absolument fondamental de faire du collectif qui donne envie d'aimer le collectif. Et la question de l'investissement dans la partie commune est absolument fondamentale. Retrouver, enfin, vous savez que pendant, parce que j'ai parlé de mes 20 ans, là, sous couvert d'efficacité énergétique, de réglementation, de conformité à la réglementation thermique, parce que ça c'était même avant les 20 ans, la première réglementation thermique en France, elle date de 1975, choc pétrolier. Depuis, en fait, on a fait des parties communes qui ressemblent à rien, quoi, qui sont tout sauf communes. Typiquement, on a vu émerger aussi l'immeuble d'angle, enfin l'immeuble un peu, pas d'angle, pardon, l'immeuble un peu plot, 4 logements racontés donc comme étant vraiment la bonne réponse sur les questions de compacité, d'enjeux énergétiques, carbone, etc. Donc hyper compact, 4 sur un plan d'étage, 4 logements d'angle, et alors pourquoi pas un logement d'angle, c'est bien, et au centre, rien. C'est-à-dire juste la partie commune réduite à son strict minimum réglementaire, c'est-à-dire un palier, un ascenseur, pas d'escalier en général, enfin un escalier en béton, quoi, en cloisonné, un ascenseur, un palier juste réglementaire. Quand on arrive à son étage, du coup, on peut presque craindre que son voisin soit en embuscade dans le truc tout noir dans le palier, jusqu'à trouver le bouton pour allumer la minuterie. Pour des questions d'économie d'énergie, elle est basée sur 30 secondes, donc elle s'éteint au bout de 30 secondes. Donc on veut discuter avec un voisin, toutes les 30 secondes, il faut allumer la minuterie. Bon, au bout d'un moment, on se dit, je rentre chez moi. Heureusement, j'ai mon logement d'angle. Mais ça veut dire que la question de la partie commune est un élément essentiel, redonner des parties communes qui donnent envie, finalement, d'être partagées. Des paliers éclairés naturellement, des escaliers éclairés naturellement, des parties communes traitées comme de véritables séjours avec les largeurs, les dimensions qui vont bien, dans lesquelles on trouve des canapés, enfin finalement donner envie de faire ville et vivre ensemble. Bon, je ne vais pas raconter ça plus longtemps parce qu'il faut que j'aille vite. Et je vais revenir sur mon histoire de carbone, sur les 10 tonnes de CO2 par habitant. Les 10 tonnes sont représentées à peu près là, sur ce graphe qui va de ce point-là à ce point-là. Au milieu, il y a le carbone du milieu physique, ce sur quoi je peux jouer en aménagement, en construction, qui représente en gros un gros tiers de l'empreinte carbone d'un citoyen. Donc, dans l'aménagement, il y a du transport, il y a de la construction, il y a du chauffage, etc. Ça représente, on va dire, 40% de l'empreinte carbone d'un citoyen. Quand j'ai dit tout à l'heure que pour ceux qui sont des praticiens de la ville, on est capable aujourd'hui de faire des gains de 30% sur une opération d'aménagement, zut, en fait je peux faire un gain de 30%, mais que sur la partie verte, c'est-à-dire 40%. Donc je fais un gain de 30% sur 40% d'empreinte carbone du citoyen. Donc c'est pas difficile à calculer, je fais un gain du coup de 12%. Or, on a dit qu'il fallait faire un gain de 80%, pas là-dessus, surtout. Et donc évidemment, il ne faut pas devenir carbo-relativiste en disant finalement, ça ne sert à rien ce que je fais, autant tout cramer sur la partie centrale. Non, il faut faire le maximum. Il faut essayer de passer à 50% déjà. On fera 50% de 40%, ça fait toujours 20%, ça ne sera pas 80%. Et même peut-être demain 80%. On ne fera pas 100% de 40%, je ne pense pas, mais 80% de 40%, ça fait déjà 32%. Donc il faut continuer évidemment à faire le maximum. Mais il faut aussi savoir qu'il y a du carbone en aval, du milieu physique, et du carbone en amont. Le carbone en aval, c'est le carbone finalement lié aux usages, au mode de vie. Et donc évidemment, on ne peut pas dicter, quand on fait un aménagement, que les gens doivent vivre comme tel, ou comme ci ou comme ça, en disant, si tu habites ici, à un moment ça a été raconté dans des inventons la métropole du Grand Paris ou autre bêtise, là, en disant, j'ai fait un aménagement dans lequel l'empreinte carbone des citoyens sera de 2 tonnes de CO2. Mais quoi? Ça veut dire juste que tu vas faire signer quelque chose à un citoyen en disant, par contre, tu arrêtes de bouffer de la viande, tu arrêtes de t'acheter des smartphones tous les 4 matins, et tu ne prends plus l'avion. Parce que tout ça, c'est là. Mais par contre, on peut faire, en tant que
acteurs de la ville, le maximum pour donner la possibilité aux citoyens d'eux. Donner la possibilité d'eux. Et ça veut dire qu'on active finalement des dimensions beaucoup plus soft de l'aménagement. Ça joue beaucoup sur la programmation, ça joue beaucoup évidemment sur l'offre, une offre de transport autre, une offre d'alimentation autre, une offre de capacité de faire autrement. Et en fait, ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était sur des logiques quantitatives sur le milieu physique. Il faut continuer à le faire au maximum, mais il faut travailler sur les dimensions inductives de l'aménagement pour donner la possibilité d'eux. C'est difficile d'interdire aux gens de prendre leur voiture. Par contre, leur donner envie de se passer de la voiture, c'est plutôt un beau programme. Et puis, il y a du carbone en amont qui échappe au territoire, qui sont plutôt dans des politiques extraterritoriales, régionales, nationales, internationales. Vous n'avez pas complètement la main sur le contenu carbone de votre mix énergétique à un niveau local. Vous n'avez pas la main complètement sur des modes d'agriculture, etc. Mais comme moi je crois fondamentalement à l'action démonstratrice exemplaire sur les territoires, par contre, ça veut dire que localement, on doit et on peut faire le maximum sur le milieu physique, travailler sur la capacité inductive pour donner la possibilité donc 3 petits points, aux citoyens d'engager leur propre transition et faire bien pour faire valeur d'exemple et faire évoluer finalement les politiques extraterritoriales. Voilà. Bon, pour finir cette partie, après je vous promets, je vais aller vite. J'aime bien cette citation. Il vaut mieux dire que c'est Étienne Klein que Luc Ferry finalement. Tout le monde dit que c'est Étienne Klein. On va enlever la mention en dessous. Qui dit cette chose très belle, cette phrase très belle. Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ça raconte pas mal ce que je viens de vous raconter. En long, en large. Et puis, cette dernière partie, donc je vous avais dit, mais je vais aller vraiment vite, en plus Paul nous a montré des beaux exemples. Donc, Learning from Sarcelles, apprendre de Sarcelles. En fait, pour ceux que je n'ai pas illustrés, je vais reprendre ceux de Paul. Pour ceux que je n'ai pas illustrés, 2 choses. Le logement. Il y a eu une invention en 55-75 sur le logement, qui est déjà, en fait, le logement rêvé post-Covid. Incroyable. C'est-à-dire qu'avant le Covid, bosser avec un promoteur pour lui faire comprendre que la hauteur sous plafond était une qualité, que d'avoir des bâtiments traversants était une qualité, que d'avoir un espace extérieur pour tous était une nécessité, que d'avoir des vitrages qui ressemblent à des vitrages, des fenêtres qui ressemblent à des fenêtres et qui donnent des vues sur quelque chose était une qualité, waouh, c'était raide. Je ne dis pas que c'est facile aujourd'hui, mais le Covid, puis l'été 2022, comme j'ai dit tout à l'heure, a fait basculer les choses. Et aujourd'hui, on considère que la hauteur sous plafond est une qualité. En fait, en termes de confort d'été, c'est une évidence, puisque l'air chaud s'accumule en partie haute. Si on redessinait des fenêtres intelligentes qui permettaient, dans la fenêtre en hauteur, d'ouvrir des petits éléments en partie supérieure, vous pourriez même créer un courant d'air pour arracher le coussin d'air chaud dans la partie supérieure sans mettre les occupants en situation d'inconfort. En fait, c'est pour ça que tout se dessine finalement dans des choses extrêmement simples. C'est toujours la même histoire de brise rafraîchissante, mais qu'il faut réactiver dans le logement. Que du coup les espaces traversants sont une qualité. Moi j'ai pas mal participé, j'ai été audité 2 fois pour le rapport sur la qualité du logement de Jérôme Métier et Leclerc. Donc j'ai glissé tout ça sur le traversant, c'est une condition indispensable, en tout cas à partir d'une certaine latitude, et ça sera le cas pour toutes les latitudes demain par rapport à ce que je viens de raconter sur le changement, sur le sud comme horizon. La hauteur sous plafond, c'est une qualité indéniable, qui est aujourd'hui un peu mise à mal par, hauteur sous plafond, ça veut dire évidemment plus de murs, donc plus de matière, plus de chauffage, donc c'est banni par l'énergie et le carbone. Sauf qu'en fait, on voit bien que de temps en temps, il faut quand même un tout petit peu penser à qu'est-ce que ça veut dire sur le temps long, ces dictates énergétiques carbone, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire des bâtiments de 2,20 m de hauteur sous plafond sans fenêtre. Ça cartonne du point de vue de l'énergie et du carbone, sauf que c'est des trucs à démolir, immédiatement, une fois construit. Donc, le traversant, oui, c'est un coefficient de forme qui n'est pas bon, mais c'est génial. La hauteur sous plafond, c'est un coefficient de forme qui n'est pas bon, mais c'est génial.
des grandes fenêtres, ben, oui, ça marche bien aussi, enfin, si tant est qu'elles sont protégées. Et donc là, on a aussi, dans les typologies de sarcelles, finalement, déjà des formes de préfiguration. Il faudrait faire une espèce d'inventaire et d'archéologie de la cellule logement de sarcelles, parce qu'il y a plein de réponses déjà qui sont devenues enfin des éléments de bon sens grâce au Covid, quoi. Il faut quand même se dire qu'on a appris de cette crise et grâce aux épisodes caniculaires. Et puis l'autre, c'était, parce que je ne l'ai pas illustré, sur la matière. Paul, tu as présenté la pierre de Saint-Maximin. C'est quand même incroyable, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais moi j'avais eu l'occasion d'être commissaire scientifique pour l'exposition Paris Haussmann, modèle de ville. On a décrypté l'ADN haussmannien. Et donc 67% de Paris a été construit sous Napoléon III Haussmann. En fait, Paris est une ville nouvelle du 19e siècle. Et entièrement de la pierre de Saint-Maximin. C'est quand même assez beau cette histoire. Et qu'à un moment, on se dit, tiens, maintenant, on va tester à Sarcelles, finalement, la même pierre que celle qui a été utilisée pour construire les 67% de Paris. Bon, ben voilà, en fait, c'est à la fois des photos et des récits et des termes que j'ai déjà racontés avant. C'est pour ça que je vais pouvoir aller vite. Donc, d'abord, le vide, on a dit, valeur essentielle du vide, patrimoine du vide ou des espaces ouverts, comme levier absolument majeur d'adaptation. Et il y en a tellement qu'en fait, on peut partager finalement ce vide. Ce qui est, pour ça, c'est pas facile. Moi, je suis très admirable quand même des travaux d'Anne Hidalgo, j'avoue, parce que arriver à faire avec 32% de vide pour le redonner, il faut sortir de cette idée que 80% des espaces ouverts de la plupart des villes sont destinés pareil pour la voiture, qui en ville n'assurent plus que 5% des parts modales. Ça n'a aucun sens. Donc quand on n'a pas beaucoup de matière pour le faire, c'est pas évident. Donc là, il y a matière, on a dit plus 70% pour travailler les enjeux d'adaptation qui, de manière très concrète, passent par un peu inverser ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire déminéraliser, désimperméabiliser, démotoriser, recréer le cycle de l'eau, planter, rafraîchir, réaérer, respirer, reventiler, etc. Il y a beaucoup de re dans l'histoire parce qu'en fait, c'est bien ça le nouveau modèle. Et donc là, le vide d'adaptation, avec des espaces absolument incroyables. Des choses aussi qu'on n'a jamais réussi à refaire. La mixité à la verticale. Mais vous dites ça à un promoteur, mais c'est pas possible. Il fuit. Mais comment ici, là, dans l'avenue du 8 mai 45, on a fait, il y a des trucs incroyables sur la première galette commerçante, ensuite le rez-de-chaussée commerçant, ensuite la galette de bureau, et ensuite on habite dans les hauteurs, donc les émergences, avec finalement chacun à sa place. Et qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? On fait la synthèse entre la ville ancienne et la ville moderne. La ville moderne, c'est les émergences dans un grand vide. La ville ancienne, c'est tenir la rue, l'espace de la rue. En fait, on fait rue et émergence simultanément. On fait la synthèse, en fait, de deux mondes qui se sont beaucoup opposés. Et je ne l'ai pas encore demandé à la UC, vous connaissez certainement, qui a fait Chapelle Internationale, mais je suis intimement convaincu que Chapelle Internationale, que je trouve très intéressant par ailleurs, au quartier à la Chapelle, donc, où l'AUC a été urbaniste, je suis intimement convaincu que Chapelle Internationale vient de Sarcelles, dans la pensée. Mais j'en discuterai avec les gemelles un jour. Tout à l'heure, le Sud comme horizon, importer des dispositifs du Sud. Il y a un truc incroyable, par exemple, dans le Sud, l'arcade. L'arcade, elle fait ombre, elle protège de la pluie. Il y a un récit que je n'ai pas raconté, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Le fil de l'ombre, puisque demain il va faire chaud, de plus en plus chaud. Peut-on dessiner l'ensemble de ces espaces ouverts en ville en travaillant une forme de continuité d'ombre, en s'assurant qu'on peut se déplacer d'un bout à l'autre de la ville en étant toujours dans une continuité d'ombre? Ah tiens, ça donne un sens nouveau finalement au plein des villes qui sont les bâtiments, comme des contributeurs d'un bénéfice qui s'appelle l'ombre,
Et évidemment, quand on n'a plus les bâtiments, il faut le faire par d'autres artefacts. Mais cette idée du fil de l'ombre est assez belle parce que ça permet de redessiner finalement ces espaces ouverts autrement et pas que fonctionnels. Et donc l'arcade est un dispositif extrêmement intéressant qui fait fil de l'ombre, qui protège de la pluie et qui en plus permet une interface entre l'espace public et l'espace privatif ou l'espace du commerce. Donc on a aussi finalement ce patrimoine et cet inventaire de ce que j'ai appelé donc les arcades climatiques ici. Voilà, le fil de l'ombre, quand c'est plus les bâtiments qui le font. Ça, c'est Frédéric qui m'a emmené visiter ça. Incroyable, incroyable. À un moment, ces structures parasols pour générer des préaux à l'espace, dans l'espace public, où on peut déposer ses enfants, attendre. Et ça ressemble beaucoup d'ailleurs à l'arbre à palabre. Et par rapport à ce que je racontais sur la partie commune, quand je la décryptais dans le logement, en fait, c'est une partie commune. C'est un espace partagé en ville. En fait, on donne juste la possibilité de, s'il fait chaud, s'il pleut, finalement, je reste là, et plutôt que de déposer mes enfants et de courir très vite au bureau, chez moi, en fait, juste, je suis bien. Et donc, évidemment, je discute et je refais le monde avec mes concitoyens. Le fil de l'ombre. Ah, bah oui, aussi, quand même, ça, Paul l'a montré dans ses images, ce vide, il y a une bonne partie des vides aujourd'hui où tout cet enjeu qu'on essaie de retravailler dans les métropoles, de retravailler le couvert végétal, le plan canopé, les forêts urbaines. Là, il y a un patrimoine végétal aussi absolument incroyable. Bon, c'est très beau, en plus, là, moi, j'aime bien cette image, elle ressemble beaucoup à celle que tu as montrée de cet arrière-plan un peu répétitif. Là, on est d'ailleurs sur les bâtiments que tu as montrés en pierre. Et cet avant-plan, on a l'impression d'une espèce de symphonie végétale sur une portée musicale à l'arrière, un peu rigide, mais voilà. Et on va bientôt s'arrêter sur cette question aussi des interfaces habitées. On a parlé déjà sur les arcades, mais comment on trouve cette qualité finalement dans cet entre-deux de l'espace privé, l'espace public et ces interfaces habitées. Et puis voilà, je vais finir par ce mot, puisqu'on parle du grand ensemble. Allez, je vous ai trouvé une super formule, vivre en grand et ensemble. Et je pense que ça s'arrête là. Enfin, merci.